connais très bien pour avoir été la première femme présidente de la CSN, mais si on parlait des 3 grands dossiers qui vous ont animés, commençons par le premier, qui était l'équité salariale. Bon, alors écoutez, pour mettre un peu de contexte là-dedans, c'est une très, très vieille revendication de la CSN. La première convention internationale qui va être conclue au Bureau international du travail sur l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, ça remonte à 1952. Oh boy. Mais disons que ensuite, le concept se raffine et on veut aller au-delà d'obtenir le même salaire pour le même emploi. On cherche un salaire équivalent pour un emploi de valeur égale. OK? Et c'est ça, l'équité salariale. Si j'essaie de retracer les premières vraies revendications officielles de la CSN, ça remonte à 1964. Au moment où Jean Marchand est président de la centrale, et là va faire écho aux revendications mises de l'avant par le premier comité de conditions féminines. Et là, on va en parler, mais disons qu'après, ça s'estompe beaucoup dans le temps. Reprenons le débat à partir du Front commun en 1972. La revendication salariale est importante. On se bat pour le 100 piastres. Le plus gros groupe qui n'a pas le 100 piastres à l'époque, c'est les femmes. Et il y a dans le secteur public, il y a une pléthore de classifications où il y a une discrimination tout à fait évidente entre les hommes et les femmes. Pensons aide féminin et aide masculin à la cuisine, à la buanderie, à la lingerie, etc. Les préposés aux bénéficiaires, les aides malades. Bon, écoutez, il y a un tout petit... C'est systémique, là. C'est les descriptions, tout à fait systémique. Les descriptions sont les mêmes, les niveaux de qualification requises, les responsabilités, les conditions d'exercice de ces métiers-là sont exactement les mêmes. Mais en même temps, il y a toujours un petit différentiel, un petit 2 piastres de plus par semaine pour l'aide masculin par rapport à l'aide féminin. Alors, c'est clair que le Front commun de 72 bute sur cette réalité-là. Il réussit à faire annuler un certain nombre de ces discriminations-là, mais en même temps, tout ça est lié à la sexualisation du monde du travail et c'est clairement une discrimination de nature systémique qui existe et le gouvernement va résister. Écoutez, pour venir à bout de jobs là, qui sont les mêmes, il y a juste une distinction, aide féminin, aide masculin. Il va falloir attendre à la négociation de 85, hein? Donc, il s'en passe des fronts communs, c'est pour dire quelle est la résistance patronale par rapport à ça. Alors, on fait des efforts, on y arrive, mais on ne réclame pas d'intervention législative à ce moment-là. On se bat comme on peut, avec les moyens du bord, aux tables de négociation. Donc, à l'intérieur des conventions collectives. À l'intérieur des conventions collectives. Arrive 76, c'est l'adoption de la Charte québécoise des droits et libertés. Et là, il est clairement prohibé que d'exercer une discrimination salariale fondée sur le sexe. Alors, le principe, là, merveilleux, absolument extraordinaire. Les moyens pour faire appliquer ça, vous allez voir, je vais y revenir, c'est nettement déficient. Alors, en 86, c'est Monique Simard qui est là à l'époque et elle souhaite développer une approche plus globale, aller au-delà de ces classifications strictement féminines par rapport aux classifications masculines dans le même secteur et aborder des jobs qui peuvent être différentes, mais qui peuvent avoir la même valeur. Exemple, comment on évalue quel salaire mérite une secrétaire par rapport à un peintre? C'est très différent comme job, mais
le niveau de qualification requise dans un cas est plus élevé, les conditions de travail peuvent être vues comme étant dures, hein? Tu montes en hauteur, le chaud, le froid, etc. pour le peintre. En même temps, là, le multitâche, là, et puis tout le monde qui demande tout en même temps, la secrétaire, là, ça aussi, ça mérite rémunération. Alors, comment on compare ça? Comment on compare ça? Elle cherche une approche plus globale et elle obtient à la négociation de 1986 l'inclusion d'une lettre d'entente qui engage le gouvernement, avant l'ouverture de la prochaine ronde de négociation, de procéder à un véritable exercice d'équité salariale avec la CSN. Bon, alors, tout va bien. Ça nous amène à la négociation de 89. La CSN s'est préparée, a fait de cette question de l'équité salariale vraiment sa revendication majeure, sa revendication phare. Et tout ça va se dérouler encore une fois dans un contexte très difficile. On est encore sur les séquelles de 82. Il n'y a pas de front commun en 89. Et du côté de la FTQ, on va négocier ce qu'on a appelé la relativité salariale plutôt qu'un processus d'équité salariale. Je vais essayer de vous démélanger ça. Allez-y là. La relativité salariale, c'est un peu comme un système d'évaluation des emplois, où on compare un peu tous les emplois, qui soient à prédominance féminine ou à prédominance masculine, ou qui soient neutres quant au sexe. On compare tout le monde et puis on refait son système d'évaluation. Ça entraîne un certain nombre de correctifs, tantôt favorables aux hommes, tantôt favorables aux femmes. C'est ce qu'on appelle un exercice de relativité salariale. La CSN cherche un véritable exercice d'équité salariale. Alors, elle veut qu'on concentre les travaux pour comparer les jobs à majorité féminine par rapport aux jobs à majorité masculine. Et le gouvernement veut rien savoir de ça. Il y a un règlement qui se fait avec la FTQ. La CSN sort en grève. Il y a une énorme répression. C'est la loi 160, les pertes d'ancienneté pour les membres, la suspension de la retenue syndicale à la source. Bref, c'est pas beau. On a sorti la grosse... oui, on a sorti l'artillerie lourde. Ce n'est pas beau. Et il va falloir attendre un bon bout de temps avant d'avoir un règlement. Et le gouvernement va rester très campé sur sa démarche de relativité salariale et ne pas vouloir aller dans une démarche d'équité. Bon. Alors, devant ça, puis évidemment, avec une mobilisation un peu amochée, là, le conflit avait été très dur, jusqu'en 92, au moment où moi, j'arrive à la première vice-présidence, il n'y a pas de possibilité de renouer un travail en direct avec le gouvernement là-dessus. Alors, on réfléchit et on se dit qu'on va faire jouer la Charte des droits et libertés en nous rabattant sur le seul mécanisme de protection qui est prévu à cette charte-là, c'est le dépôt de plainte pour discrimination salariale. Alors, on monte le dossier, je pense qu'on en dépose 90 exemples. Et voilà, on touche vite aux limites des plaintes. Vraiment, très rapidement, c'est complexe, ça demande du personnel, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Disons que la commission refuse parfois les plaintes pour des raisons assez contradictoires. Je vous donne un exemple. On avait déposé des plaintes collectives. Elle nous explique que non, ça ne doit pas être des plaintes collectives. Il faut que ce soit des plaintes personne par personne, individuelles. Alors, disons que quand tu te bats
pour faire valoir le caractère systémique d'une discrimination. Disons que te faire répondre qu'il faudrait des plaintes individuelles, là, on n'est pas on est loin là. du soleil. Ouais. On est très loin du soleil. Alors, va s'enclencher autour de ces plaintes-là tout un processus de judiciarisation. On se retrouve régulièrement devant les tribunaux. La CSN dépense une fortune en avocats là-dessus. Et le pire, c'est qu'on gagne devant les tribunaux. À chaque fois, on gagne et à chaque fois, le Conseil du Trésor rebondit et trouve une autre objection. Écoutez, ils sont même allés jusqu'à couper les fonds à la Commission des droits de la personne pour qu'elle n'ait pas le moyen d'embaucher des enquêteurs pour enquêter les plaintes. Et notre réaction a été d'aller en mandamus, c'est-à-dire une plainte pour forcer un gouvernement à agir. OK? On a gagné. On a gagné. Mais ça ne réglait jamais l'ensemble. Ça ne réglait jamais l'ensemble. Les plaintes de 92 ne se sont jamais réglées. On a réglé en vis-à-vis dans une démarche d'équité salariale en 2006. Eh mon Dieu! Hein? Alors, quand je parle des limites des plaintes, là, je sais ce dont je parle. mais parallèlement... Ça prend 20 ans, là. Oui, mais c'est des luttes qui se passent sur des décennies. Ça, c'est très clair. Et, écoutez, à partir de ça, en 93, le gouvernement est toujours dans son exercice de relativité salariale. Il y avait un groupe qui n'avait pas été visé en 89, c'était les professionnels. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent dans le secteur public à la CSN et sort de là un certain nombre de correctifs au nom de la relativité. Et là, le Conseil du Trésor dit, tiens, c'est ma chance. CSN, est-ce que vous admettez que relativité et équité, là, c'est la même chose. C'est la même chose, là. Alors, évidemment, on peut pas, là, on peut pas lâcher le morceau à ce niveau-là. Et pendant des mois, les professionnels affiliés à la CSN vont devoir faire les mêmes tâches que les professionnels affiliés ailleurs avec un salaire moindre. Et il va falloir attendre des mois et des mois pour trouver enfin un règlement. Puis je vous dis, là, il fallait avoir de l'imagination pour ce règlement-là. Alors, c'est un règlement où carrément le Conseil du Trésor maintient que, quant à lui, ça dispose de l'équité. Et la partie syndicale consigne son désaccord à l'effet qu'un processus d'équité sera toujours à mettre en place. OK? Alors, on finit par régler ça. On a réglé, mais on n'a rien réglé. On a réglé, mais on n'a rien réglé. Vous avez parfaitement compris ce dont il s'agit. Alors, c'est évident que tout ça donne lieu à d'énormes mobilisations, des manifs, des campagnes de signature de cartes. On se bat sous tous les fronts, de la représentation politique. On va devant les tribunaux, on mobilise, on tente de négocier. Bref, tout y passe et on finit par obtenir, à grand renfort de toutes sortes de travaux, d'alliances, de coalitions, parfois avec les autres centrales, parfois avec d'autres groupes aussi. Je pense entre autres à la marche des femmes en 96, où une des revendications était l'obtention d'une loi sur l'équité salariale. Bon, on obtient cette loi-là, OK, et... En quelle année? 96. 96, oui. Et malheur de malheur, et là, je vais vous dire, ça a été probablement une des décisions politiques les plus difficiles que j'ai eu à prendre dans ma vie. C'est évident que ceux qui réclament l'équité salariale, c'est les groupes syndicaux, c'est les femmes, hein? C'est les groupes de femmes, c'est les groupes communautaires. Les patrons, là, ils n'ont aucun appétit pour ça. Alors, la loi, elle est là. Ce qu'elle contient, c'est intéressant. Il y a toute une démarche de décret.
il y a l'obligation pour l'employeur de se mettre au travail avec le syndicat et d'agir, ou avec les femmes, quand il n'y a pas de syndicat, et d'agir. Tout ça est fort intéressant. Malheur de malheur, il y a un chapitre d'exception dans cette loi-là. Le secteur public n'est pas couvert et les grands employeurs québécois ne sont pas couverts. J'ai entre autres en mémoire Desjardins, au prétexte que le problème est réglé. Il y a déjà eu une démarche de relativité là-dedans. Alors, il n'y a pas de raison. La loi va être inopérante pour ces secteurs-là. Et là, on doit un peu se positionner et se demander comment on va se comporter par rapport à ce projet de loi-là. Est-ce qu'on va l'appuyer ou oui, on va... Oui, bon, évidemment, on va faire des représentations, on va être très clair, on dit notre indignation par rapport à ce qui est en train de se passer. On annonce qu'on va retourner devant les tribunaux. Et là, on a fait une évaluation, notamment avec le service juridique, en nous demandant de façon très pratico-pratique, est-ce qu'on est mieux placé pour défoncer avec l'existence d'une loi qui marginalise un certain nombre de travailleuses, ou si c'est plus facile d'envisager d'obtenir un réexamen global de la loi. Éventuellement. Ça, on sait qu'on en a pour 20 ans, parce que le rapport de force n'est pas là. Les employeurs sont plutôt contre. Ils seraient très, très contents si on agissait comme ça. Alors, après avoir pesé le pour et le contre, puis après avoir fait valoir, on n'a pas caché notre colère, notre indignation, notre volonté de déposer des poursuites pour obtenir l'inconstitutionnalité de cette loi-là, mais on donne notre aval, si on veut, à l'existence d'une loi. Ça, vous dites, ça a été une décision politiquement difficile, déchirante. Ouais. Extrêmement déchirante. En même temps, on a pris la bonne décision. On va devant les tribunaux et en 2002 sort le jugement de la juge Carole Julien qui nous donne raison sur toute la ligne. Et là, le gouvernement est obligé d'amender sa loi et de lever le chapitre d'exception. Alors, on peut donc se mettre au travail. Les conséquences ont été fort heureuses. C'est une belle victoire. En même temps, mais oui, c'est une belle victoire, mais en même temps, je vais vous dire, puis je nie pas, là, il y a eu, notamment chez les femmes impliquées en politique, des femmes qui ont épousé cette cause-là, qui ont porté ce projet de loi-là à bout de bras, mais ils nous ont quand même pas livré une loi qui contenait pas le fameux chapitre d'exception, d'où encore une fois, et je vais être très clair là-dessus, mon insistance sur l'utilité absolue de la société civile pour mener à front les combats qui doivent être menés et amener un changement social radical. Ça prend la collaboration de tout le monde, c'est ce que vous dites. Ça prend la concertation. Oui. Puis des fois, il faut accepter des choses qui ne sont pas tout à fait 100% de ce qu'on veut. Oui, mais évidemment, c'est toujours un risque calculé. Oui. Et il faut bien calculer les choses à cet égard-là. Mais oui, c'est une très grande victoire. Bien sûr, la loi n'est pas parfaite. Elle reste perfectible, mais le canevas reste plutôt intéressant, malgré certaines faiblesses. Et surtout, il y a une obligation d'agir pour les employeurs. Il s'agit d'une loi proactive. Alors, comprenez-vous... C'est appliqué partout, d'ailleurs. Pas juste dans la fonction publique. Pas juste dans la fonction publique, partout. Dans le privé, chez Desjardins, qui était exclu aussi de la première version de la loi. La loi va s'appliquer partout. Et je vous dirais qu'en 2006, on obtient justice pour les travailleuses du secteur public. Mon Dieu... Constatons que c'est un règlement important. Il y a énormément de femmes.
ça se compte en plusieurs milliards de dollars. OK? La hauteur des correctifs. Mais très sincèrement, la façon dont je l'ai vécu, c'est pas la hauteur des correctifs qui m'a fait plaisir. C'est le principe. Oui, c'est le principe, mais c'est le principe tel qu'il est incarné dans le règlement. 98,5% des classifications pour lesquelles nous demandions un redressement, on a eu un redressement. Alors, quand tu t'es fait dire pendant 25 ans là, que ça allait pas bien dans ta tête et puis que c'était réglé, là, je trouve que c'était pas si mal comme admission que de devoir réajuster à la hausse 98% des demandes, des groupes pour lesquels il y avait des demandes. On sent que vous êtes fiers. Oui. Bien sûr, cette bataille-là n'a pas été la bataille exclusive du secteur public. Il y a eu aussi tout le secteur privé. Bon, évidemment, c'était souvent plus difficile. Les femmes étaient plus rarement majoritaires, mais il y a eu des grèves très dures, là. Les caisses populaires de Brossard, je pense qu'ils ont été 15 mois en conflit sur une demande d'équité salariale. OK? Après ça, les employés municipaux de Marieville ont fait au-delà d'1 an de grève pour obtenir l'équité salariale. Chaque fois, au bout d'1 an, au bout de 15 mois, on a obtenu des règlements, mais chaque fois, c'était un cas d'espèce. Et il n'y avait pas de grille permanente qui nous permettait de dire oui, maintenant là, on applique ça partout. On applique ça partout et c'est la bonne démarche pour arriver à des résultats d'équité salariale. Alors je salue aussi la ténacité de ces femmes, le courage de ces femmes-là. Écoutez, ça a été 20 ans de lutte où jamais on a lâché, où il fallait mettre à disposition les trésors d'imagination pour continuellement retrouver prétexte à action, retrouver le moyen de relancer le débat public. Voyez-vous ce qui me revient? Je me souviens, j'avais pris l'habitude, une fois par année, quand le Conseil du statut de la femme sortait ses statistiques régionales sur l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, évidemment, ça variait beaucoup d'une région à l'autre. Une région comme la Côte-Nord, où tu as des mineurs, les salaires des hommes sont très élevés. Alors là, l'écart est faramineux. Ailleurs, c'est plus pondéré. Et ça, je connaissais très bien la mécanique. Alors, à chaque fois, je partais en tournée dans les régions médias. Je faisais le tour de tous les médias avec ça. C'était la grosse nouvelle dans la région. Et on faisait un pas de plus en termes de sensibilisation. On a maintenu le dossier vivant de cette façon-là. Et je salue la résilience, le courage, la constance extraordinaire de ces femmes-là qui ont réussi cette bataille-là. Puis sans elles, là, rien n'aurait marché. C'est un grand pas. Oui. Bravo. C'est excellent. Le second grand dossier qui vous a animé pendant un certain nombre d'années, c'est le dossier des garderies. Ou des services de garde. Des services de garde, oui. Alors écoutez, pour donner encore là un peu de perspective, un peu de contexte, la revendication de la CSN, elle date aussi de 1964, mais soyons clairs, on n'a pas le mérite d'avoir développé le concept et d'avoir mis en place les premières garderies communautaires. Cette responsabilité-là, et cet hommage aussi que j'ai le goût de rendre à ces artisanes-là revient à des groupes communautaires, notamment le regroupement des garderies populaires.
Et écoutez, on est au début des années 70. Les gens vont profiter de programmes gouvernementaux comme des projets d'initiative locale, vont embaucher des permanentes, vont se développer une complicité avec les parents, vont solliciter des locaux désaffectés dans des écoles, vont partir des garderies, vont s'intéresser au type de pédagogie qui convient aux enfants, et c'est parti. Ça faisait partie des négociations collectives? Ça ne faisait pas partie des négociations collectives. Okay. Non. Mais dans je dirais... Le portefeuille des revendications. Oui, dans l'ensemble des revendications à caractère socio-politique de la CSN, il y avait cette demande de mettre en place des garderies. Puis à l'époque, tu avais quand même des contacts réguliers entre les gouvernements et la CSN, et ça faisait partie des choses comme l'équité salariale, comme des congés maternité payés. C'était vu comme étant la base nécessaire pour assurer une présence des femmes sur le marché du travail, puis une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Alors, mais on n'a pas pris l'initiative de développer ces garderies-là. C'est venu du monde communautaire, c'est venu des premiers groupes d'économie sociale, et il faut leur rendre hommage. Alors, c'est des gens là, qui avaient de la vision, qui avaient de l'ambition, il n'y avait pas 5 cents, et en même temps, il se passait au début des années 70 plein de choses là, sur la condition féminine. C'est l'année de la femme au plan international. On se dote d'un premier conseil du statut de la femme. Bref, il y a toute une ébullition, et c'est dans ces années-là que les 3 centrales syndicales vont mettre en place un comité de conditions féminines. Alors, ces comités-là, ils sont bien sûr très attirés par cette initiative prise par le regroupement des garderies populaires, et puis on les appuie. Et là, on fignole un peu notre revendication. Alors, vous allez voir les congrès, tant à la CSN, à la FTQ, à la CEQ, bref, dans toutes les grandes organisations syndicales, on va se mettre en cœur à revendiquer de la part des gouvernements la mise en place d'un réseau universel, gratuit, accessible et contrôlé par les travailleuses et par les parents. Alors, on réclame ça, et je dirais que la présence, notamment des 3 centrales syndicales auprès du regroupement des garderies, va être un appui indéfectible, un appui extrêmement important, mais c'est là, c'est dur. Il y a effectivement 3 conditions qu'il faut arriver à réunir pour atteindre notre objectif. 1, il faut convaincre le gouvernement de mettre la main dans ses poches et de financer ces garderies-là. On a un certain nombre de succès, mais le gouvernement envisage davantage des programmes de soutien aux familles. Alors, c'est l'aide aux familles les plus démunies pour qu'ils puissent fréquenter une garderie. Mais c'est payant. Pour les autres, c'est payant. Et ça coûte quand même des sous que d'offrir un service de qualité, de sorte que c'est loin d'être à la portée de tous les parents, même de classe moyenne. Donc, non seulement il faut du financement gouvernemental, mais il faut les amener à corriger le tir et à accepter de financer directement les services. Et aussi, signe de l'époque, il faut travailler à convaincre la population en général que non, c'est pas des femmes sans cœur qui veulent se débarrasser de leurs enfants, et que, au contraire, c'est un service utile pour le développement des enfants, d'où tout le concept qui s'élabore de garderie éducative. C'est pas des parkings d'enfants, c'est des garderies éducatives. Et il y a tout un travail de conviction à faire dans la population à cet égard-là. Alors, le regroupement joue un rôle de pointe. Les centrales sont un appui extrêmement précieux. Une dizaine d'années plus tard, les éducatrices en garderie vont décider de se syndiquer, et elles décident de venir massivement à la CSN.
Ces femmes-là sont quand même conscientes. Elles posent un geste d'abord politique. Elles savent bien que ça va être long avant d'arriver à améliorer réellement leurs conditions de travail. Et, écoutez, elles connaissent les limites de la structure actuelle, là. L'employeur, c'est le conseil d'administration de la petite corporation sans but lucratif, c'est les parents. Ouais. OK? Il y a une limite à payer. Alors, tu sais, ce que tu peux grappiller comme augmentation de salaire, là, c'est une dizaine de dollars, puis tu dois tout le temps mesurer, vaut-tu la peine de donner 10 cents de dollars, ou si cette année, il faut repeindre la garderie ou refaire la joujoutette. Alors, ça, elles sont conscientes de ça. Cet effort de syndicalisation-là est bien vu de la part des parents et ça va contribuer à développer une très grande complicité entre les groupes communautaires qui œuvrent dans ce secteur-là et les travailleuses en garderie. Et donc, il y a une première tentative importante qui va se faire dans le cadre, malheur de malheur, de la fameuse ronde de négociation de 82, celle que j'appelais tantôt la ronde des décrets. Alors évidemment, tout ça foire. On se retrouve dans l'impasse et on cherche comment améliorer les choses, comment se ressaisir du dossier. Le contexte n'est pas idéal. Non. Mais la mobilisation est là, la volonté est là et on y travaille. En 86, Monique Simard réussit à aller chercher de la part du gouvernement du Québec une enveloppe de 4 millions de dollars et on réussit à financer des congés maternité pour les femmes qui travaillent dans les garderies. On réussit à financer l'accès à des régimes collectifs d'assurance et le paiement de la formation continue pour maintenir à jour les travailleuses dans leurs besoins de formation. Alors, c'est quand même une grande victoire. Et là, on se dit, il y a un petit chemin, là. Alors, des années plus tard, et là, c'est moi qui suis à la barre, en 94, je reprends avec une bonne mobilisation, avec passablement plus d'audace. Et là, on interpelle le gouvernement et on lui demande une subvention salariale parce que les salaires en garderie sont dérisoires, OK? Et il y a toute une campagne qui se fait. Il y a des manifestations très colorées qui se font. Ça soulève l'intérêt des médias et on sent que ça gagne. Il y a un momentum, ça gagne en popularité. Alors, le gouvernement tergiverse, nous laisse entendre qu'il faut attendre le prochain budget pour voir un peu ce qu'il y aura là-dedans. C'est le gouvernement de... C'est le gouvernement de Daniel Johnson à l'époque. Ce sont les libéraux qui sont au pouvoir. Et là, je vous dis, Johnson est particulièrement opposé à ça. Je me souviens de débats avec lui et Anne-Marie Dussault d'ailleurs, où il me dit carrément, je vous le dis là, on n'est pas l'employeur, puis on ne le sera pas. Puis si on veut donner de l'argent aux parents, on leur donnera de l'argent aux parents. Puis s'ils veulent s'acheter des chars, plutôt que financer vos maudites garderies, ils s'achèteront des chars. Alors, on appelle ça fermer. Ça donne un peu la couleur du temps. Mais la mobilisation est forte. On décide de recourir à la grève. Évidemment, on est en alliance avec les parents. Alors, on y va mollo. Et on déclenche. On a à peu près 10 semaines pour se rendre au budget. Alors, on fait débrayer 3 garderies à la fois, auxquelles s'ajoutent 3 autres la semaine suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne une trentaine. Évidemment, on cherche à dépanner les parents. Il y a des caisses de solidarité qui se montent entre les travailleuses de ce secteur-là pour compenser les pertes. Les autres font des manifs régionales. Bref, on occupe d'espace, on dérange, on est dans les médias.
Et arrive le budget, et là, le gouvernement, malgré les réticences de Daniel Johnson, est obligé de céder et il va nous concéder une augmentation, une subvention d'1 pièce $. Et encore là, nous dit-il, c'est temporaire. Il verra ce qu'il fera avec nous au prochain budget. Alors, ça provoque en ressac. Les filles sont très déçues. Et en même temps, c'est la fin du régime libéral. Rapidement, les péquistes se retrouvent au pouvoir. Et là, la donne va commencer à changer. Une sensibilité. Oui, on va pérenniser la classe. Okay. On va inviter la CSN à constituer avec le gouvernement un comité de travail pour réfléchir à l'avenir des garderies. Et ça, c'est en 95, OK? En 96, c'est le fameux sommet. Et le gouvernement arrive avec le projet de légiférer pour créer un régime universel de garderie gratuite, pas gratuite, à contribution réduite pour les parents. Alors, évidemment, tout ça, c'est le fruit d'énormément de mobilisation, d'espoir. Évidemment, il va rester à conquérir une amélioration des salaires. Là. Ouais. Parce que la pièce $, ça l'a aidé, mais... C'est pas le bout du monde. C'est pas le bout du monde. Bon, mais on est quand même très content. Il y a quand même une victoire là. Et je dirais que la victoire, elle est très importante parce qu'il y a aussi dans le décor les garderies scolaires. On en représente à la CSN dans les employés de soutien. Et on veut aussi améliorer leurs conditions de travail. Alors, en 98, on réussit à aller leur chercher un correctif salarial pour elles. Puis, on va compléter l'exercice en 2006 avec le grand exercice d'équité salariale. Alors, il y a des progrès qui se font là. Et mieux encore, la loi intègre comme dimension qu'elle va ajouter 66% de places dans les garderies, dans le secteur scolaire, parce qu'à l'époque, ça s'est aussi développé sur une base communautaire et ça n'existe que dans quelques régions du Québec. Montréal, la Montérégie en a un certain nombre, mais c'est loin d'être généralisé. Répandu, ouais. Et là, la loi donne au comité de parents qu'elle instaure le pouvoir de réclamer la mise en place d'une garderie et l'obligation pour la commission scolaire d'y surseoir. Alors, ça aussi, c'est un gain non négligeable. Et bien sûr, on poursuit la bataille pour l'augmentation des salaires en garderie. Ça, le gouvernement ne nous fait pas de cadeau. Alors, il y a encore beaucoup de mobilisation qui se fait à cet égard-là. Et c'est en 99, parce que la loi existe, qu'elle fait en sorte que la subvention provient du gouvernement, elle est discrétionnaire, mais il y a un plafond à la contribution des parents, de sorte que il faut faire augmenter la contribution gouvernementale pour améliorer les salaires, et c'est ce qu'on obtient. On obtient en 99 une première échelle salariale qui va s'appliquer à tout le Québec, aux syndiqués comme aux non-syndiqués, qui vont recevoir une augmentation étalée sur 3 ou 4 ans, là, je ne me souviens plus, de l'ordre de 35,1 %. Alors, disons que... c'est plus qu'une pièce $. C'est plus qu'une pièce $. Mais pour nous, c'est pas tout. Il faut aussi donner un régime de pension dans ce secteur-là. Oui. C'est des femmes, tu sais, à 4 pattes à terre, avec des enfants là, jusqu'à 60 ans, là, 65 ans. C'est dur. C'est dur. Et il n'y a aucune protection pour la pension. Donc, l'entente de 99 prévoit que, outre l'augmentation du 35,1 %, il y a un engagement du gouvernement à poursuivre pour nous doter d'un régime de pension et poursuivre un véritable exercice d'équité salariale. Alors, les deux choses vont se matérialiser d'abord en 2003 pour ce qui est du régime de pension.
encore là, forte mobilisation. J'ai de très belles images de ça, des manifs. C'est Nicole Léger qui est au ministère de la Famille. Et c'est fini le régime léger. Et là, tu vois une série de gros gâteaux dégoûtants. Et ce qu'on réclame, ce sont des fonds de pension à prestations déterminées. Il faut savoir qu'à l'époque, là, ça disparaît partout, c'est attaqué dans le secteur privé et on les remplace par des fonds de pension à cotisation déterminée et on obtient gain de cause, on obtient un fonds de pension à prestations déterminées pour l'ensemble des garderies en 2003. En 2006, on va compléter avec l'exercice d'équité salariale. Il faut avoir de la vision, puis du courage, puis de la détermination sur du long terme. Tu sais, c'est tant ça que ce dont on a parlé avant, l'équité salariale, c'est des batailles sur tellement d'années. Oui. Est-ce qu'on ne se décourage pas quelque part dans ça? Non. Non, je pense que, d'abord, c'est dû à la volonté du monde, c'est dû au dynamisme de ces filles-là. C'était extraordinaire. Et à chaque fois, on montait de marche. Oui. À chaque fois, on sentait qu'on se rapprochait du but. Il y a eu une alliance indéfectible entre les parents, les regroupements de garderies, les syndicats à l'époque. Tout ça ont été des facteurs extrêmement encourageants. J'ai d'ailleurs passé un autre élément marquant de cette bataille-là, c'était les garderies en milieu familial. Oui. À l'époque, les garderies en milieu familial étaient considérées comme des travailleuses autonomes. OK? C'est évident que l'arrivée de la loi va considérablement changer la donne. Sans doute, oui. La contribution est fixée par le gouvernement et le gouvernement seul et tu n'augmentes plus les prix. Le montant de la contribution parentale est défini dans la loi. Alors, commence à se développer une volonté de se syndiquer chez les garderies en milieu familial. Alors, on embarque dans la course, la CEQ est là aussi dans la course, et je vous dirais que, je me souviens de ça, la bataille qu'il y a eu, c'est le tribunal du travail qui tranche, et devant le tribunal du travail, le gouvernement du Québec avait délégué le procureur général pour faire valoir comment c'était contre-productif, que ça n'avait aucun sens, que le tribunal ne devait pas acquiescer à cette demande-là, qu'il s'agissait de travailleuses autonomes, etc. Mais écoutez, l'autonomie, quand tu n'as pas de contrôle sur ton salaire, que tu dépends d'une contribution versée par le gouvernement, décidée par lui et lui seul, et puis que c'est plafonné, la contribution des parents. C'est pas une ça discute, on gagne. Et les garderies sont accréditées. Et là arrive le gouvernement Charest et les fameuses lois pour désyndiquer les garderies. Écoutez, on reçoit ça comme une gifle, là. On retourne au temps de Duplessis, là. Mettre de la hache dans l'existence de syndicats, là, c'est clairement ça. Alors, la loi passe malgré tout sous bâillon, on choque, on décide de déposer des plaintes et on va jusqu'au tribunal international du travail, on dépose des plaintes, évidemment, devant les tribunaux nationaux. Tout ça va en appel, ça prend du temps, mais quelques années plus tard, on obtient gain de cause au niveau international. C'est pas exécutoire, mais disons que ça trace le chemin pour les décisions de la Cour suprême, de la Cour d'appel et tout ça. Et on finit par gagner au Québec. Donc, on réussit à faire accréditer les travailleuses en garderie familiale. Bon, évidemment, encore là, il faut faire preuve de souplesse, d'imagination. Ça se passe dans la maison des gens. Alors, et c'est quand même plusieurs années, par contre, où c'était dans le flou. C'est plusieurs années où elles ont été privées
d'améliorer leurs revenus. Et le statut de travailleuse autonome a d'autres conséquences. C'est moins ouvert pour faire appliquer la loi de la santé et sécurité, l'équité salariale. Bref, il y a toute une série de lois sociales au Québec qui relèvent du statut de salarié. Okay. Alors, c'est une grande victoire pour ces filles-là et c'est une brèche aussi importante que le mouvement syndical arrive à faire pour les travailleurs autonomes. Au fond, là, le seul autre groupe parmi les autonomes qui a réussi à coup de bataille très importante à se donner une protection, ce sont les artistes, avec la loi sur le statut de l'artiste. Okay. Et ça, on s'en inspire beaucoup. Mais c'est un gain extrêmement important. Bravo, une autre belle réalisation. Écoutez, moi, ces dossiers-là, là, je les ai pris en 91 quand j'arrive à la première vice-présidence. Et puis, le premier signe positif, c'est 96, quand on obtient la loi sur les garderies. Ouais. Ensuite de ça, la loi sur l'équité salariale, elle arrive en 96, mais il y a le chapitre d'exception. Le règlement dans le secteur public se fait en 2006. Hein? En 2003, pour aller chercher les fonds de pension dans les garderies, en 2006, pour obtenir l'équité salariale. Bref, c'est des longues shots. C'est des dossiers que vous aviez toujours sur votre bureau. Là. Oui, c'est énorme, les ressources qui sont impliquées là-dedans. Il y a, une dizaine de milliers de membres affiliés dans les garderies. Écoutez, chacun des syndicats locaux a son propre conseiller. Alors ça fait déjà passablement de monde. C'est des gens qui travaillent à la fédération, mais avec lesquels on entretient des contacts très réguliers. Et puis on se coordonne. Là. Il y a le juridique, il y a la syndicalisation qui intervient là-dedans. Alors ça aussi, c'est beaucoup de ressources. Mobiliser les conseils centraux. Il y a des conseillers à la mobilisation. Ils encadrent les syndicats de garderie. Alors écoutez, c'est quelques centaines de personnes. C'est beaucoup de travail. C'est très disséminé. C'est très disséminé. C'est beaucoup de monde. Et sans ces syndicats-là, sans leur volonté d'abord très claire de se battre, on serait allé nulle part. Mais en même temps, ça nous dit la fragilité de ces acquis-là. La loi de 96, elle met en place les CPE, les services de garde en milieu scolaire, et il y a aussi tout un plan de développement pour répondre à l'ensemble des demandes des parents. Si je me souviens bien, là, c'est à peu près 7-8 ans que se donne le gouvernement pour arriver à développer un réseau complet au moment où il adopte la loi en 97. Après ça, arrivent les libéraux au pouvoir. Le gouvernement Charest, c'est pas le plus grand ami des garderies. Le gouvernement Couillard, lui, il va très loin. Il va même mettre la hache dans la contribution réduite et il va ramener ça selon le niveau de revenu des parents. Là. Alors, vous voyez, et on connaît un retard énorme à voir se compléter le réseau des services de garde. Alors, ce qui devait prendre 7-8 ans, là, on a doublé ça. Là, oui, facilement. Arrive ensuite la CAQ au pouvoir et eux, ils prennent l'engagement de compléter le réseau des garderies. Mais ça fait 6 ans qu'ils sont là on est très loin du soleil. Là. En plus de ça, il coexiste des garderies dans le secteur privé. Et le gouvernement, particulièrement le gouvernement de la CAQ, leur accorde des subventions et fait peser la majorité du développement qu'il fait vers les garderies privées plutôt que vers les CPE, alors que son propre ministère qui reçoit les plaintes sait que la qualité des services est infiniment meilleure dans les CPE. Il y a moins de plaintes. Et malgré tout,
ils décident d'investir très largement dans les garderies privées, puis on est encore très loin d'avoir complété le réseau. Et j'ajoute une autre dimension. Derrière toute cette bataille-là, les filles qui travaillent dans les garderies, elles sont les héritières des pionnières. Elles veulent des services de qualité pour les enfants et elles mènent la bataille pour qu'il y ait des exigences en termes de scolarité pour les éducatrices en garderie. Hein? Et on obtient comme ratio dans la loi que 2 éducatrices sur 3 doivent être détentrices d'un DEP en technique de service de garde. Le gouvernement de la CAQ baisse ces exigences-là et encore aujourd'hui, la réglementation, c'est 1 sur 3. Alors, c'est des ça gains pour dire fragiles. que oui, c'est des gains qui sont fragiles et oui, je suis très contente de ce qu'on a réussi à faire dans les garderies, mais il en reste Il y a encore du travail à faire. Le troisième grand dossier qui vous a préoccupé pendant votre mandat à la CSN, c'était le régime d'assurance parentale. Parlez-nous un peu. Oui, bien alors écoutez, en 1979, le secteur public obtient un congé parental digne de ce nom. Alors, c'est au-delà d'1 an de congé, c'est des prestations qui permettent d'ajouter au régime d'assurance emploi à l'époque et de porter le remplacement de revenus jusqu'à 93%. Il y a des congés pour les pères. OK? Donc, c'est un régime beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complet qui est offert aux travailleuses du secteur public. Offert, là, entendons-nous, il y a eu des batailles importantes pour aller le chercher. Ceci étant, on avait l'intime conviction que tout ça allait se généraliser, que ça allait prendre comme une traînée de poudre dans le secteur privé. Et je vais vous dire, au moment où j'assumais la coordination des négos dans le secteur privé, une des vérifications qu'on a faites, c'était quel était l'état des conventions collectives dans le secteur privé pour ce qui est des conventions collectives CSN. Et disons que, oh là là, c'était très minoritaire, ceux qui avaient un congé parental digne de ce nom-là. Et c'était souvent lié à la relativement faible représentation des femmes dans ces syndicats-là. Néanmoins, c'est une question de droit assez fondamentale. Alors là, on a décidé qu'il fallait que les choses changent. De sorte que là, il y a un constat collectif qui se fait et on trouve que ça n'a vraiment pas d'allure, qu'il faut travailler à changer ça. Et là, la première idée que l'on a, c'est de parler à nos collègues des autres organisations syndicales, c'est de proposer la mise en place d'un regroupement intercentral pour obtenir un véritable congé parental. Évidemment, on va inviter les groupes de femmes à se joindre à ce comité-là. On va sortir un peu des sentiers battus, aller voir des groupes qu'on fréquente un petit peu moins, là. Les groupes familiaux, par exemple. Okay? Les gens qui s'occupent des familles, c'est souvent plus conservateur, mais là-dessus, c'est un enjeu qui les rejoint, qui les accroche, et tout ce beau monde-là se retrouve en coalition. Alors, le premier travail qu'on va faire en coalition, c'est l'élaboration d'un projet de loi, c'est l'élaboration d'une grille de revendications. C'est quoi un congé maternité, un congé parental qui a de l'allure dans les circonstances? Comme des règles. Voilà. Alors, rapidement, il nous apparaît évident qu'il faut sortir du régime d'assurance-emploi. Écoutez, il y a un délai de carence là-dedans. Un délai de carence quand tu es enceinte, là, disons que c'est pas très adapté. Non. L'admissibilité, elle est pourrie. Pour ce qui est de l'accès au régime d'assurance-emploi, il faut avoir travaillé un grand nombre d'heures.
Et très souvent, on le sait, les femmes travaillent à temps partiel. Alors, on avait évalué à l'époque qu'une femme sur 3 ne se qualifiait pas pour aller même chercher les prestations offertes par le régime fédéral. Les maigres prestations. Les maigres prestations, on parle de 55%. On vise 80% et plus. Donc, on élabore toute une grille de revendications. Et là aussi, germe l'idée de développer un congé pour le père. On trouve ça important. On trouve que c'est une belle façon de contribuer à plus d'égalité entre les hommes et les femmes, à un meilleur partage des tâches, à une meilleure relation des enfants avec le père. Alors, bref, on s'entend et ça va être un gros bout de notre revendication. Et puis, quant à faire, on veut une loi moderne. Alors, on veut qu'elle s'applique à tous les travailleurs, indépendamment qu'il s'agisse de salariés ou de travailleurs autonomes. OK? Alors, on part avec ça. Et évidemment, il faut se donner les moyens de mobilisation pour pouvoir y arriver. Et je me souviendrai toujours de la première campagne qu'on a faite. Il y a eu beaucoup de rayonnement aussi dans la population à travers les médias. On l'avait intitulé « Accoucher, c'est pas chômer ». Et notre objectif était de faire constituer une caisse québécoise d'assurance parentale, mais pour ça, évidemment, personne n'était prêt à payer à 2 places. Évidemment. Ça passait par la volonté de récupérer la part des subventions qui étaient versées par les travailleurs et les employeurs québécois au régime fédéral d'assurance parentale. Alors bon, on part avec tout ça et ça a un certain succès. On peut même assez rapidement parler d'un assez large consensus dans la population québécoise. Puis là, on est à l'ère du sommet de 1996 pour l'économie et l'emploi. Pour l'économie et l'emploi, c'est le fameux sommet qui a donné lieu au déficit zéro. Oui. Mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des éléments positifs. Il y a eu des éléments positifs. Et c'en est un. Le gouvernement reconnaît que la lutte a été initiée par les groupes communautaires, par les syndicats, et prend en charge ce dossier-là et prend l'engagement de travailler à mettre en place un régime québécois d'assurance parentale. Alors là va s'ouvrir toute une période de négociation avec le gouvernement fédéral. C'est Jean Chrétien qui est à la barre. Un programme strictement québécois, là, pas besoin de dire que ça ne plaît pas beaucoup. Et écoutez, il va tout faire pour tenter de nous en dissuader. Il va même proposer d'allonger le congé fédéral en espérant que ça réponde à nos demandes, puis qu'on se taise et puis qu'on n'en demande pas plus. Ça ne se produit pas comme ça. Et le gouvernement continue à réclamer de rapatrier les cotisations, d'autant que dans le partage des compétences entre Québec et Ottawa, les programmes familiaux, ça relève de la province, oui. Donc, ça débouche pas. Et là, la coalition continue, il y a des contacts fréquents avec les gouvernements. Et là, on décide de procéder par la voie juridique et de convaincre la procureure générale, qui est la ministre Linda Goupil à l'époque, de déposer une plainte en cours d'appel et de demander un avis pour faire consacrer qu'il s'agit bien de quelque chose qui est de compétence provinciale. On gagne. Ça va bien. Et évidemment, M. Chrétien ne va pas être content. Non, M. Chrétien n'est pas content, il connaît ses recours. Alors, tout de suite, il décide que c'est la Cour suprême. Bien sûr. Alors ça, on est parti pour la gloire là, pour un bon nombre d'années, mais en même temps, la mobilisation est forte. Elle est là. Et il y a des réflexions qui s'entament aussi du côté du fédéral. S'ils perdent,
qu'est-ce que ça signifie pour les autres provinces? Oui. Hein? Qu'est-ce que ça signifie pour les autres provinces? Alors, tout ça pour vous dire qu'on réussit à arracher un règlement 7 ans après que se soit tenu le sommet pour annoncer la volonté du Québec de construire cette caisse-là, 5 ans après que le Québec ait légiféré pour créer cette caisse-là, étant entendu qu'elle ne rentrerait en vigueur qu'au moment où on aurait récupéré les cotisations. Alors, tout ça pour dire qu'il y a d'énormes délais, mais on gagne. Et là, il y a un changement de gouvernement, c'est les libéraux qui sont au pouvoir, il y a une très belle unanimité de tous les partis politiques québécois derrière cette idée de caisse québécoise pour un congé parental, et les paramètres qu'on retrouve dans la loi sont à 95% celles qu'on avait établies comme coalition. Alors, on est très contents. Malheur de malheur. Malheur. Le patronat décide de se mettre de travail. Oui, évidemment. Alors, pourquoi? Parce que, évidemment, parce qu'on veut un régime plus généreux, il va falloir augmenter un petit peu la part payée et par le patronat et par les salariés. Du côté des salariés, tout le monde est d'accord, mais du côté du patronat, ils boudent. Alors, ils vont même jusqu'à bouder le siège qui leur était réservé par la loi sur le conseil d'administration du régime québécois d'assurance parentale. Ça ne nous empêche pas d'y aller, nous, on y va, on y siège encore comme CSN. Et il faut reconnaître que le gouvernement a été sensible aux arguments de la coalition et est allé de l'avant, et puis a laissé le patronat lâcher de son côté. Voilà. Et le régime est en place. Et le régime fonctionne. Le régime fonctionne. Alors, évidemment, ça a mis à niveau les conventions collectives dans le secteur privé, mais c'est devenu un programme universel qui touche l'ensemble des salariés québécois. Alors, ça aussi, c'est un gain majeur et c'est, à mon sens, un des symboles importants de la différence québécoise que d'avoir envisagé ce régime plus généreux, d'avoir consacré ça comme un droit fondamental du travail, puis d'avoir ouvert aussi une portion pour les pères. Puis, depuis ce temps-là, le régime est en bon équilibre financier, il est même en surplus actuellement, et ça a permis de continuer à le faire progresser. Ouais, le père que je suis qui en a profité. Oui. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a ça ailleurs au Canada ou même en Amérique du Nord? Il n'y a pas ça ailleurs au Canada, il n'y a pas ça ailleurs sous la forme d'une loi. Pas aux États-Unis, pas au Mexique non plus. Non, certainement pas. Alors, oui, dans certains grands États européens, là, particulièrement les pays scandinaves, tu vas retrouver des programmes équivalents, mais très certainement dans les Amériques, là, on est les premiers. C'est la pierre. Oui, effectivement. C'est très intéressant la discussion que nous avons eue, Mme Carboni. Je vous remercie. Merci. Énormément. Ça m'a fait plaisir.